Bonjour, je me présente, Laurence Brière, professeure associée au Centraire. Cette présentation sur les possibilités et limites de la formation réciproque entre citoyens, citoyennes et élus locaux dans le cadre des projets territoriaux de transition énergétique fait suite à la présentation de Guillaume Moreau qui abordait les grandes lignes de notre projet de recherche-action Forge. Nous allons maintenant nous pencher sur les résultats du projet qui concernent spécifiquement le thème du séminaire organisé par le Centraire. Le co-auteur et les co-autrices de cette présentation sont les membres du comité de pilotage de notre recherche, qui est financé par le FRQSC, le CRSH et le Service aux collectivités BlueCam. Je vous invite à visiter notre site Internet. Le rapport de recherche, qui est en cours de finalisation, sera déposé sur le site au début de 2021. L'enquête Diagnostic Forge aura notamment permis de faire ressortir 4 besoins prioritaires pour la formation réciproque entre groupes citoyens, universitaires, écologistes, syndicaux et autochtones mobilisés pour la justice énergétique. L'une de ces priorités est d'arriver ensemble à mieux connaître les réalités et les possibilités du cadre municipal pour investir cet espace politique de proximité. Les objectifs de recherche que nous avons poursuivis en lien avec la priorité 4 sont d'identifier des visées et des approches de collaboration et de co-formation avec des élus locaux dans le cadre des futurs chantiers régionaux de la transition et d'identifier les avantages et les risques liés au fait d'investir temps et énergie à des activités de formation réciproque avec des élus municipaux. Pour réaliser ces objectifs, nous avons mené un groupe de discussion, fait une recension des écrits sur le thème et fait une observation participante prolongée au cœur de la démarche de Québec-Zem du Front commun pour la transition énergétique. Commençons par quelques éléments de contexte. Il y a 1131 municipalités au Québec, dont un très grand nombre dénombre moins de 10 000 habitants. Les conditions d'exercice de la fonction d'élu dans ce contexte sont très disparates, allant du bénévolat pour les toutes petites municipalités à un salaire annuel avoisinant les 170 000 $ pour les élus de grandes municipalités. Environ la moitié des élus municipaux le deviennent par acclamation, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'opposition au moment de l'élection. Ce sont par ailleurs principalement des hommes blancs d'un certain âge qui occupent ces fonctions et de manière générale, les statistiques reflètent un important manque de diversité. Il n'y a aucune formation formelle, aucune loi qui n'encadre la nécessaire préparation à l'exercice du pouvoir. Dans ce contexte, une participante à la recherche, spécialiste et intervenante en développement territorial, nous confiait que les élus sont souvent démunis face à leur réalité et de plus en plus, il y a un paquet d'acteurs qui veulent les former parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas les compétences pour jouer leur rôle. Imaginons le contexte que ça crée pour eux. Il faut développer cette empathie-là. Parmi les autres éléments de contexte, notons qu'il y a eu en 2015 une reconfiguration des instances de gouvernance municipale qui a favorisé une centration du pouvoir au sein des MRC et causé l'abolition des conseils régionaux des élus et des centres locaux de développement. Dans cette reconfiguration des pouvoirs à la faveur d'une vision néolibérale du développement, les municipalités québécoises se retrouvent aiguillées vers l'attraction de capitaux exogènes. Par ailleurs, la loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leur pouvoir, a fait en sorte qu'en matière de développement local, les élus municipaux sont désormais face à face avec les organismes et associations citoyennes. Cette nouvelle configuration des acteurs locaux offre un terrain fertile aux confrontations. Cette nouvelle loi donne également aux élus municipaux le pouvoir de remplacer la procédure d'approbation référendaire contenue dans la loi sur l'aménagement et l'urbanisme par une politique de participation publique locale. Or, dans les faits, on invite le plus souvent à investir les mêmes espaces démocratiques que par le passé. Au cours des dernières années, il y a donc une municipalisation du développement, mais de manière qui semble avoir fragilisé les acquis en matière de dialogue social et de participation citoyenne. Je viens d'évoquer seulement quelques éléments de contexte qui esquissent la complexité du jeu politique municipal. Sans surprise, il est clairement sorti de nos collectes de données que très peu de gens maîtrisent les bases du fonctionnement politique municipal et supralocal, élus inclus et incluses.
Il y a donc un ensemble de savoirs et de compétences à co-développer entre groupes mobilisés pour une transition énergétique juste pour intervenir avec agilité dans le contexte municipal. Comprendre le fonctionnement municipal et supralocal, ce sera un premier niveau de co-formation à réaliser entre les militants, militantes et collaborateurs engagés pour que le collectif puisse intervenir de manière stratégique dans leur dialogue avec les élus locaux. Ensuite, nous avons cherché, en lien avec notre priorité 4, à saisir les enjeux de la mobilisation des élus. Il est ressorti que des élus de petites municipalités sont souvent accaparés par leurs responsabilités de gestion. À cet effet, une participante au groupe de discussion soulignait comment arriver à donner du temps et de l'espace aux élus qui ne doivent pas être des gens qui sied et qui disent oui, oui aux fonctionnaires. Comment arriver à le faire pour ne pas qu'ils soient paniqués par les décisions à prendre sans temps ni espace pour réfléchir. Un deuxième enjeu soulevé est la prégnance d'un certain paradigme du développement régional dans le milieu municipal. Pour illustrer cela, un participant nous partageait que dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, on s'est toujours fait développer par l'extérieur. Alcan, Price, Abitibi, Bowater, qui est résolu maintenant. Donc, quand il y a un projet comme GNL ou Énergie Saguenay qui débarque, les gens se disent, c'est juste le prochain projet industriel proposé par l'extérieur. Les gens ne remettent pas ça en question. Enfin, il est clairement ressorti qu'il existe un malaise généralisé avec le dissensus chez les élus. Ils ont très, très peur de la confrontation de façon générale, nous dit une participante à la recherche. Une autre intervenante indiquait que la peur des élus, c'est palpable dans les conseils municipaux. La formule municipale, elle est très close. On doit faire un préambule, on doit absolument poser une question, on n'est pas dans le dialogue. Une autre participante nous partageait que, selon son expérience, les élus municipaux vont percevoir la société civile comme étant menaçante ou tannante. Face aux éléments de contexte esquissés, aux enjeux soulevés et à la perspective d'une douzaine d'initiatives territoriales de transition énergétique qui se mettront en marche ces prochaines années dans le cadre du projet Collectivité Zen, nous avons développé quelques pistes d'action avec les participants et participantes à la recherche. Une première catégorie de pistes concerne l'organisation de la mobilisation locale. Ainsi, il peut être intéressant de mener un exercice d'analyse collective du jeu politique local en s'attardant à chacun des acteurs, dont les élus, concernés par le projet de transition et en caractérisant ce que l'on connaît de leurs positions respectives par rapport au projet ou aux initiatives citoyennes et écologistes de manière plus générale. Une autre piste serait de fonder une assemblée populaire, soit un espace de démocratie directe non partisan, qui puisse devenir un important espace de dialogue des savoirs, de revendication et de planification collective. Ensuite, lorsque les collectifs citoyens jugeront pertinent de développer des collaborations avec les élus pour faire avancer leur projet de transition, ils pourront considérer ces pistes proposées par les participants et participantes au groupe de discussion, à savoir de penser les objectifs de justice énergétique à travers des projets concrets, circonscrits, de développer une culture de la transition énergétique juste au fil de la collaboration à travers ces petits projets. On a aussi suggéré de faciliter les effets de boule de neige et d'investir à cet effet les réseaux de municipalités qui ont toujours à cœur de mettre de l'avant les bons coups de leurs membres. On a aussi proposé de privilégier une diversité de contextes de rencontres avec les élus, des contextes qui soient formels, mais aussi informels. On a proposé de mettre sur pied des comités de travail intersectoriels impliquant des élus, de viser une gouvernance partagée sur des dossiers clés. Enfin, on a proposé d'impliquer activement les fonctionnaires sensibles aux questions environnementales et de justice sociale, surtout que l'on sait que c'est souvent eux qui forment de manière informelle nos élus municipaux. Enfin, un autre registre de pistes d'action que nous proposons à la suite de nos recherches concerne la perspective de formation collaborative entre acteurs locaux, incluant les élus municipaux, qui ouvre des possibilités intéressantes, mais qui présentent aussi certaines limites. L'idée de former des élus locaux ou de se co-former avec eux apparaît globalement porteuse pour une majorité des participants et participantes au projet FORGE. Cependant, est-ce qu'il est possible de conjuguer la formation des élus avec l'approche décoloniale préconisée dans la visée d'une transition énergétique porteuse de justice sociale?
À cet effet, une participante soulignait que si ces gens-là sont au pouvoir, il y a des raisons. Si ces institutions-là ont le pouvoir, il y a des raisons et rapidement, on entre en contradiction. Ça crée des malaises au sein de la mobilisation, des non-dits, des gens qui s'en vont. Est-ce qu'on gagne en force comme mouvement quand on fait ça? Oui, on gagne ce point-là, mais est-ce qu'on renforce le mouvement? J'ai des gros doutes. Il faudrait donc éviter, même de manière indirecte, que les efforts de mobilisation des élus vers une démarche territoriale de transition aient pour effet de renforcer leur pouvoir. Cela est particulièrement vrai au regard de l'importante proportion d'élus municipaux qu'ils deviennent par acclamation et qui ont donc une légitimité qu'on peut dire discutable. Lorsqu'il sera jugé pertinent de collaborer avec des élus pour faire avancer un projet territorial de transition énergétique juste, il y aurait lieu d'envisager le choix des approches et des stratégies à mettre en œuvre dans une optique d'approfondissement de la démocratie locale. Il est clairement ressorti de nos travaux qu'une priorité en termes de formation réciproque avec les élus est le développement de compétences relationnelles et de dialogue. Comme nous l'indiquent ces personnes participantes, il faudrait travailler sur le dialogue, pas le débat. Il y a une clé là. Déconstruire chez les élus les peurs, les craintes. Le dialogue, c'est la base. Créer des échanges mutuellement enrichissants. Une autre personne indiquait que le principal défi, c'est de créer un dialogue pour comprendre les différents mondes, leurs mondes, qui ne sont pas toujours évidents, et les autres cultures plus branchées au niveau de la démocratie participative et de la compréhension des enjeux de transition. En privilégiant l'approche dialogique, on peut plus facilement saisir les différentes perspectives des acteurs du territoire, comprendre les raisons d'être de ces positionnements. Une telle approche valorise la capacité de décentration qui permet en retour le développement d'une compréhension beaucoup plus fine du jeu des acteurs et des choix d'intervention, les mieux à même de susciter des remises en question et des transformations. Il importe également de développer collectivement des compétences d'analyse systémique et critique et des compétences en matière d'éthique publique. Maintenant, quel type d'approche et de stratégie de formation pourrait être privilégié pour réaliser ces objectifs d'apprentissage collectif? La discussion de groupe a permis de révéler que beaucoup d'acteurs veulent former les élus municipaux au regard d'une diversité d'enjeux et que cela se fait le plus souvent en accent sur le contenu et peu sur la forme. Or, il est pourtant crucial de considérer les différentes facettes de la situation pédagogique en portant une attention particulière aux apprenants et aux apprenantes. Qui sont ces personnes? Que savent-elles? Quelles expériences ont-elles à partager? Il faut donc éviter de tomber dans l'alphabétisation environnementale qui consisterait par exemple à expliquer de manière magistrale ce que sont les changements climatiques et ce que signifie la décarbonisation de l'économie, pour plutôt opter pour des stratégies pédagogiques puisant au savoir et au vécu des apprenants et apprenantes. Entre autres, leur poser des questions sur leur réalité et les défis qu'ils rencontrent. Il serait également porteur que les thèmes des rencontres de formation réciproque reflètent des enjeux territoriaux stratégiques. Il s'agirait d'articuler certaines facettes de l'initiative de transition juste en construction à des dossiers chauds sur la scène locale. Il faut arriver à concrétiser les menaces du statu quo à l'échelle territoriale comme les perspectives de transformation. En cohérence avec l'approche dialogique évoquée plus haut, il serait approprié de privilégier les petits groupes et la mixité au sein de ces derniers. Rejoindre conjointement des citoyens, des citoyennes, des élus et une diversité d'acteurs locaux, en particulier les organisateurs communautaires et les agents de développement des MRC. Enfin, il apparaît essentiel de mettre en dialogue les expériences et les savoirs détenus par les participants et participantes avec ceux des intervenants et intervenantes invités. J'ai tenté de synthétiser le plus possible les résultats de notre projet de recherche qui concerne le thème du séminaire. Merci de votre attention. Et au plaisir de continuer avec vous la discussion sur les possibilités et les limites de la formation collaborative avec les élus locaux.